Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à une nouvelle édition de Point de bascule. Nous sommes le 16 mai, mercredi le 16 mai 2018. Et Alexandre, bonsoir. Bonsoir Richard. Merci d'être là ce soir. Toujours un plaisir. OK. Et on commence évidemment par l'actualité nationale. On a de l'action. Oui. En masse ce soir. Oui, effectivement, il y a la contestation du jugement sur la loi 99, oui, qui est faite par Keith Anderson, donc qui avait déjà contesté la loi 99, qui continue dans son combat contre la loi sur les prérogatives de l'État et du peuple québécois. C'est ça. Il fallait s'attendre à ce qu'il fasse exact. ça. Je l'ai écrit d'ailleurs dans l'article qu'on a mis en ligne sur Vigile il y a quelques jours. Et c'était tout à fait prévisible compte tenu du personnage qu'il est. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que dans la conférence de presse qu'il a tenue pour annoncer sa décision de porter la décision de la juge Dallaire en appel, il était accompagné de William Johnson. William Johnson, c'est un personnage assez haut en couleur, merci. Un ancien journaliste à la Gazette, au Globe and Mail, etc. Si ma mémoire est fidèle, c'est même un ex-jésuite. D'accord. OK. Personnage assez... Donc, il y a une formation classique. Oui, très classique. Et puis, avec une habitude de mener les débats de façon très énergique. Et sans concession aucune pour personne. Mais bon, ça fait partie du jeu. Oui, oui, bien sûr. OK. Ce qui est intéressant, par contre, c'est l'invitation qu'ils ont faite au gouvernement fédéral de se joindre à eux. Exact. Et également ils ont demandé au gouvernement fédéral d'y aller carrément par voie de référé à la Cour suprême pour faire en sorte que la décision soit rendue rapidement. Le bureau du conseil privé, c'est-à-dire le bureau du premier ministre Trudeau, a refusé. D'emboîter le pas. D'emboîter le pas. Ouais. Évidemment, on comprend que c'est essentiellement pour des raisons d'opportunisme politique, pour deux raisons. La première raison, c'est que la question qui va être débattue, ça va être celle de savoir qui, du peuple québécois ou de la reine, est souveraine. Oui, ce qui est quand même un sacré grand débat. Un gros débat. On a souvent tendance à oublier ça ici au Québec, peut-être même dans le reste du Canada, mais particulièrement au Québec, on vit sous une monarchie parlementaire, tout de même. Voilà. C'est-à-dire on est tous des sujets de la reine d'Angleterre et que la Constitution canadienne donne le droit à la reine de régner sur le Canada par l'entremise de Dieu. C'est quand même ce qui est inscrit dans la Constitution. Donc, il n'y a aucune souveraineté populaire au Canada. Il ne faut jamais oublier ça. Nous ne sommes pas dans la République fédérale américaine. Nous ne sommes pas en France non plus. Donc, il n'y a aucune tradition républicaine au Canada. Aucune institution républicaine. Rien. On ne parle pas juste des traditions. Là. Il n'y a aucune institution. Exact. Et la loi 99 crée vraiment un précédent. À ce niveau-là, oui. Dans la mesure où sa constitutionnalité maintenant a été reconnue, validée par un tribunal. Exact. Et ça pose une sérieuse question. Alors, c'est une question qui n'avait pas été plaidée en Cour supérieure. On peut comprendre à ce moment-là la juge Dallaire de n'y avoir pas fait allusion. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est que c'est une question d'ordre public. La Constitution, c'est d'ordre public. Bien sûr. Et un juge à n'importe quel niveau peut s'en saisir proprio motu, sans avoir besoin de se faire guider par les procédures qu'il a devant lui. OK? Donc, ça, c'est intéressant. Et ça permet de comprendre qu'il y a deux souverainetés, comme on l'a souvent fait remarquer. Il y a la souveraineté du peuple et il y a la souveraineté de l'État. La souveraineté du peuple est acquise. La loi 99 est valide. Et maintenant, il resterait à faire la souveraineté de l'État, ce qui est une autre paire de manches, on en conviendra. Bon. Donc, la contestation va se faire parce que le gouvernement fédéral n'y participe pas directement, parce qu'il faut bien être conscient qu'il va sans doute participer financièrement
en sous-main. Oui, c'est ça. Hein? On peut quand même se demander Ben, qui finance tu sais, M. Henderson pour faire toutes les démarches, parce que c'est quand même pas des démarches Non, qui c'est très sont, coûteux, là. Ben oui, c'est assez onéreux. Hein. Très, très, très coûteux. Rendu en appel, là, ça C'est- commence à coûter très cher. Oui, on peut se douter que derrière tout ça, il y a quand même des lobbies politiques et peut-être même financiers qui sont derrière. Et c'est sans doute poursuite. le même programme que celui qui sert à financer le barreau dans sa contestation. Oui, Hein? des lois du Québec parce qu'elles ne C'est sont ça, pas rédigées. Un petit dans les programme lois. de patrimoine Canada. Oui, quelque chose du genre. Oui, oui, tout à fait. OK? Alors, Et ça nous rappelle aussi que le gouvernement Harper aussi avait voulu contester la loi 99. ben, en fait, c'est lui qui avait décidé d'intervenir. Exactement, c'est lui qui avait décidé d'intervenir. Ouais. Et que c'est pas lié, là on n'est pas, on n'a pas affaire directement la doctrine du Parti libéral du Canada. Là on s'attaque carrément à la doctrine du Canada OK. et à l'unité nationale du Canada. Rappelons un petit peu la séquence des faits. La loi 99 est adoptée en 2000. Exact. Quelques mois plus tard, 3 mois plus En tard... réponse à la loi sur la clarté. C'est ça. Ouais. 3 mois plus tard, Keith Henderson dépose sa contestation. En 2000. Il faudra attendre jusqu'en 2013 pour que le gouvernement fédéral décide d'intervenir. C'est ce qui avait déclenché la motion de Pauline Marois Oui. pour faire valider, reconnaître, réitérer les principes de la loi 99. Et je pense que ça avait été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Exactement. Et c'est ça qui était très surprenant parce que les libéraux, coincés qu'ils étaient par une échéance électorale, on voit à quel point les échéances électorales peuvent peser lourd bien sûr. dans les décisions, Bien sûr. avaient réalisé qu'il n'y avait pas d'autre choix que de supporter la motion. Ce qui fait que la motion avait été adoptée à l'unanimité, donnant ainsi à la loi 99 une légitimité qu'elle n'avait pas au départ. Exact. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, M. Couillard, il a reçu des appels indignés de lecteurs anglophones qui se sont choqués qu'il se soit prêté au jeu d'ajouter à la légitimité de la loi 99. Oui, oui, qui voit quand même comme une possibilité, en tout cas, de rupture avec l'unité nationale du Canada. Exactement. Alors, le gouvernement Le gouvernement du Québec, à partir de 2013, avait commencé à mollir dans sa défense de la loi 99, et c'est ce qui avait amené la Société Saint-Jean-Baptiste, en la personne de Maxime Laporte, son président, avocat lui-même, à intervenir. Oui, voilà. Encore une fois, en faveur de la loi et de plaider vigoureusement sa constitutionnalité. D'ailleurs, ça fait penser, Richard, que là-dessus, Maxime Laporte et la Société Saint-Jean-Baptiste sont un peu seuls. Hein? C'est un peu ça qui est fascinant dans cette histoire de la loi 99, c'est qu'on se retrouve devant un enjeu qui est éminemment politique et qui n'est pas du tout débattu par les partis à l'Assemblée nationale. Alexandre, c'est encore pire que ça. Interroge des anciens députés qui ont voté la loi, y compris parmi ceux du PQ. Et puis, certains ne s'en rappellent pas. D'une part, certains ne s'en rappellent pas. Ouais. Et d'autre part, la plupart n'ont pas la moindre idée de ce que ça... Oui, de la portée. De la portée qu'elle a. Oui, oui. OK? Et quand je te dis ça, je vais pas nommer de nom parce que ça ne serait pas charitable. Oui, oui. Mais c'est non les moindres. Oui, oui. Non les moindres. Je te prie de me croire. Ah oui, je te crois totalement. OK. Alors, c'est assez décevant Oui, tout à fait. Bon. Et ça explique aussi pourquoi, lorsque la décision a été annoncée de la juge Dallaire, elle est un petit peu tombée dans le vide. Oui. Il n'y a eu personne pour relayer l'information. Pour prendre la balle et puis courir avec le ballon. Tout à fait. Hein? Ouais. Et bon, il y a aussi peut-être l'échéance électorale qui explique ça actuellement et le fait qu'il y a des stratégies politiques au Parti québécois qui ne vont pas dans ce sens-là. Ouais. Enfin, c'est peut-être... Pourtant, quand on regarde le programme du Parti québécois, là, j'ai pris connaissance d'un article là, de ce programme qui prévoit carrément qu'un Parti québécois au pouvoir ferait adopter une constitution, oui. Ce qui constitue une recommandation de la juge Dallaire dans son jugement. C'est quand même incroyable. Oui, oui, tout à fait. Elle va jusqu'à dire au Québec,
dotez-vous d'une constitution. Vous avez... La Constitution canadienne le permet. Oui, c'est vrai. Bon. Mais il semblerait que la stratégie de Jean-François Lisée, ce soit plutôt de se présenter comme une option de remplacement aux libéraux par la social-démocratie, plus que par l'affrontement du régime fédéral canadien. C'est dans ce sens-là que je disais que ça ne semblait pas correspondre à son orientation stratégique. On va laisser Jean-François Lisée... le soin de défendre son programme. Et ses stratégies. Et ses stratégies. Et on verra ce que ça donne. Oui, bien, d'ailleurs, ça nous permet... Mais je dis tout de suite, et je tiens à le répéter, que je voterai PQ. Oui, oui, oui. Nonobstant. Bon, personnellement, moi, je pense de toute manière, l'objectif des Patriotes pour le 2018, ça doit vraiment être de chasser les libéraux. Exactement. Ça doit être l'objectif numéro 1 qui nous anime politiquement. Il va falloir faire preuve de... L'enjeu, si on est patriote, là, ouais. C'est le contrôle de l'État. Oui, et là, le contrôle de l'État. Et il faut prendre le contrôle de l'État. On ne peut rien faire sans le contrôle de l'État. Et ça fait 15 ans que les libéraux sont là et qu'ils, littéralement, ont envahi ils contrôlent tous les leviers. Oui. Et ça va même jusqu'à contrôler le barreau. Oui, les ministères, les commissions scolaires, ça va très loin, là. Ça va jusqu'à contrôler comme le barreau. La SQ, notamment. La Sûreté du Québec, on se demande des fois pourquoi les enquêtes ne débouchent pas. Voilà. Alors, c'est la situation dans laquelle on est. Alors, la loi 99 demeure, malgré la contestation, il faut comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où elle a été validée une fois par un tribunal, elle est considérée, elle est présumée valide jusqu'à ce qu'elle soit renversée par un autre tribunal. On voit le temps que ça a pris. Ça a pris 15 ans, là. Même plus que ça, 18 ans, pour arriver à une décision. On comprend qu'avant qu'il y ait une décision qui intervienne, ça peut prendre plusieurs années. Effectivement. En cours d'appel. Et pendant ces années-là, la loi, elle est constitutionnelle. Ah oui, elle est valide. Elle est valide. Ouais. Alors, il faut en profiter. Tout à fait. Et faire tout ce que... Il faut considérer le jugement Dallaire comme faisant autorité. Exact. Force de loi. Et d'ailleurs, il le fait, force de loi. Peut-être pour passer au deuxième sujet, Richard, on parlait à l'instant du Parti québécois, de peut-être un peu ses problèmes électoraux. La CAQ est toujours en avance dans les sondages. Il y a eu un sondage cette semaine, 34 % pour la Coalition Avenir Québec, 29 % pour le Parti libéral du Québec, 21 % pour le Parti québécois et 9 % pour Québec solidaire. Mais il y a quelque chose qu'on mentionne rarement au sujet de la CAQ, c'est son retard dans le financement. La caisse de financement de la CAQ est inférieure à celle, tenez-vous bien, de Québec solidaire. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on voit quand même que la Coalition Avenir Québec a très peu de membres, très peu de militants. Il y a quelque chose d'un peu d'un parti artificiel chez la Coalition Avenir Québec. C'est pire que ça. Tu te rends compte que parce qu'il n'y a pas de membres, il n'y a pas de militants, il n'y a rien... Il n'y a pas non plus de contributeurs. Puis le contrôle, tu le fais comment? Le contrôle du parti? Oui. Ben, par le chef. Par le chef? Oui, mais tu sais, il va y avoir des choses qui vont se passer sur le terrain, là. Ah ben oui. Alors, il y a des gens des bénévoles. Oui. Moi, je sais ce que c'est que des bénévoles. J'en ai eu. Ouais. OK? C'est tout sauf bénévole. Ouais. OK? Et c'est la pratique courante au Québec. Alors, tu ne peux pas faire d'élection au Québec sans travailleurs d'élection. Mm-hmm. Et puis, ces travailleurs d'élection, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'ils soient rémunérés. Tout à fait. OK? Alors, puis je te prie de me croire qu'ils se précipitent pour être rémunérés. Alors, y compris même au Parti québécois. Alors, tu sais, il faut être conscient de ça. Alors, comment il va faire pour arriver à se monter une organisation? C'est ça. Alors, il y a juste une solution, c'est que tout va se passer en dessous de la table. Et le directeur général des élections n'y verra que du feu. C'est là où aussi on voit que la capacité de la CAQ à mobiliser son électorat pendant une campagne électorale, on l'a vu aux dernières élections, c'est-à-dire qu'elle était créditée de plusieurs points d'avance sur le Parti québécois. Elle s'est retrouvée en troisième position. Ce qui fait qu'il ne faut jamais considérer, je parle notamment là, du Parti québécois, le Parti québécois totalement perdant. Non. Parce que c'est le parti qui a le plus de membres au Québec, 80 000 membres au Québec. Alors, juste pour rappeler certains chiffres, 80 000 membres au Québec, c'est plus que la totalité des membres des autres partis politiques. Mais il faut quand même être conscient d'une chose. Là. Malgré les problèmes que la CAQ a,
elle va bénéficier de ce qu'on appelle le vote de protestation. Ça, exactement. Elle surfe là-dessus, finalement. C'est ça. Et sur l'impression de renouvellement. Parce que même si François Legault est un ancien ministre, c'est un ancien ministre de l'Éducation. Du Parti québécois, faut-il du Parti québécois. Il a même mis en place le budget de l'an 1 suite à la souveraineté. Hein. Donc, il était même considéré comme un souverainiste pressé à l'époque. Il a été mené en politique par Lucien Bouchard, enfin bref. Mais c'est quelqu'un qui a un bilan politique. Donc, c'est un peu drôle de le voir incarner le changement. Ensuite, je te dirais que son exercice budgétaire, là, c'était enfantin. Ah oui. Je me souviens de l'avoir critiqué. La presse m'avait même donné quelques colonnes pour le faire. C'était... La presse, Richard? Oui. Les choses se sont retournées depuis. Ça a changé depuis cette époque. Oui, mais c'était lamentable ce qu'il avait... Son truc, ça valait rien. Ouais, bon. D'ailleurs, ça risque d'être la stratégie de Couillard en campagne électorale. Bon, alors, vu que tu abordes le sujet de Couillard, il est en train de se passer quelque chose de très étrange. C'est tellement étrange. Ouais. J'en ai parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me souviens plus. Mais tous ces départs-là, tout ça, ça a l'air d'un message envoyé à Couillard. Oui. C'est un message pour lui dire, écoute, petit gars, tu devrais peut-être penser à ne pas te représenter. Ouais. Et puis, quand on voit arriver le ballon politique taille-fer dans le décor, d'un seul coup, on a un héros, on a un chef. On ne présente pas comme chef, non. Non, on le présente comme directeur de campagne. Comme directeur de campagne. Mais si par hasard, ça faisait l'affaire, ben peut-être qu'on sauterait dessus. Ouais. Écoute, t'as braillé. Mais... Oui. Non, mais ça, clairement, je suis d'accord avec toi. C'est un ballon politique pour voir comment la population réagit, comment les médias réagissent. C'est de la grosse broche à foin. Oui. D'ailleurs, Moreau a réagi, hein, donc quand même quelqu'un qui est pressenti pour être lui-même potentiellement le prochain chef du Parti libéral, enfin. Ouais. Il a réagi assez négativement. Hein. À Taillefer? Ah oui, à l'arrivée de Taillefer. Ben, on s'en surprend pas. Ben oui, exact. Et la jeunesse libérale était très hostile à Alexandre Taillefer à cause de ses positions contre Hubert. Oui. Donc, le fait de faire venir Taillefer, quelqu'un qui est complètement extérieur au Parti libéral, qui avait même sa carte. En fait, je dis qui a sa carte du Parti québécois. Oui, parce qu'elle est encore en vigueur. Elle est encore valide. Alors lui, il a prétendu que c'était contre son gré qu'il ne le savait pas. Bon, ben, il commence sa carrière politique un peu comme Marissal, hein, c'est-à-dire par le mensonge. Puis ensuite, ça se complique parce que là, aujourd'hui, on apprend que sur le plan économique, Théo Taxi, c'est peut-être pas le succès qu'on croyait. Oui, exactement. Hein? Et que ça va mal. Alors, évidemment, il s'en prend au Journal de Montréal et à Pierre-Carl Péladeau. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a vu une attaque contre le Journal de Montréal disant oui, peut-être que Pierre-Carl Péladeau est à la manœuvre derrière les chroniqueurs du Journal de Montréal. Et il s'est senti un peu persécuté, le pauvre M. Taillefer. Oui. Voilà, ça n'a pas besoin de tomber dans les théories du complot pour comprendre que quand on se présente comme chef de campagne du Parti libéral du Québec, parti au pouvoir, ça va faire jaser. Ben, comme tu dis, oui. Ben oui. Les gens jasent. Ben, les gens jasent pas mal. Et c'est assez normal quand même de voir ça. Ouais. Donc, je veux dire, il n'y a pas à creuser bien loin et à s'imaginer des théories du complot, voir Pierre-Carl Péladeau à la manœuvre. C'est normal que les gens réagissent, que les journalistes, les chroniqueurs politiques réagissent sur cette question-là, de voir une espèce de playboy qui nous semblait quand même politiquement assez insignifiant, disons-le. Hein, bon, pas une grande pointure en termes de pensée politique débarquée au Parti libéral. Ouais. Et comme tu le dis, ça nous fait penser qu'il y a effectivement des stratégies de remplacement de Couillard à l'œuvre. Écoute, les libéraux se voient tellement aller à l'abattoir. Oui, exactement. Qu'ils cherchent désespérément un moyen d'échapper à leur triste sort. Oui, parce qu'en plus, c'est un peu la débandade chez les députés. Hein. Il y a deux autres députés là, cette semaine qui quittent. Jeffrey Kelly. Oui, et Sklavounos. Sklavounos, oui, bon, ben là, lui... On pouvait s'y attendre, évidemment. Okay. Non, mais d'accord, mais ça rajoute à Oui, la saignée se poursuit. Oui, la saignée se poursuit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on aurait dit, Richard, si ça avait été le Parti québécois? La presse n'arrêterait pas de titrer « C'est la fin, la crise de leadership au Parti québécois, les gens s'en vont, décomposition de la souveraineté ». Pas un mot.
à propos des libéraux. Ben non. C'est curieux, hein? Ouais. Très, très curieux. Mon Dieu! Comme par hasard. Parlant de la presse. Oui, parlons de la presse, justement. Parlons-en. Alors, on a appris la semaine dernière que la presse voulait se transformer en OSBL. C'est le bout de la chenoute, là. Ouais. Hein? Pour ne pas dire les choses autrement et plus vulgairement. Mais en tout cas, la presse, donc, souhaite se transformer en OSBL avec un cadeau sublime de 50 millions de Power Corporation. Et ce cadeau-là, figurez-vous que ce n'est pas un cadeau de Power, c'est un cadeau de vous, d'Alexandre, de moi, d'André, OK? Parce que, en vertu de la loi de l'impôt, fédéral comme provincial, lorsque tu fais un don à un organisme sans but lucratif, Oui. c'est déductible de tes revenus. Oui. Hein? Bon. C'est un crédit d'impôt, là. Ils appellent ça maintenant un crédit d'impôt. Oui, exactement. Alors, bon, mais, tu sais, le résultat net est que ça sort de ta poche puis de la mienne. Oui, exactement. Donc, et de la vôtre. D'ailleurs, on peut peut-être référer aux gens la capsule qu'on a faite sur Nomos TV. On a fait une capsule directement là-dessus sur la transformation de la presse en OBNL. Je pense que c'est ce qu'il faut dire maintenant. Non. Organisme à but non lucratif. Enfin, organisme sans but lucratif. Oui, OSBL. Ça a été changé parce que sans but, ça fait sans but. Tu comprends? Organisme sans but. Donc, ils ont changé la terminologie pour organisme à but non lucratif. Enfin, bref. C'est une technicalité. Bon. C'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Et, bon, moi, vois-tu, ça m'a fait... Depuis quelques années, j'ai une réflexion par rapport à ça, Richard, parce que j'étais généralement plutôt en faveur du financement de la presse par l'État, en me disant, il faut soutenir quand même la presse pour avoir une diversité d'opinions dans la société. Absolument pas. Ben c'est ça. Et puis finalement, ma réflexion a pas mal évolué là-dessus, parce que je me suis rendu compte que l'effet que ça avait, les subventions envers les médias, c'est que ça maintenait en vie de manière artificielle une presse ou des médias qui finalement ne sont pas lus par le peuple. Et ils ne sont pas lus par le peuple, pourquoi? Parce qu'ils diffusent une idéologie contre le peuple. Exactement. Et le peuple ne se reconnaît pas dans ces médias-là, et donc ne les achète plus. C'est pour ça qu'il y a un effondrement. Et c'est ça. La meilleure preuve de la proximité d'un média avec son électorat, avec son lectorat, c'est son tirage. Exactement. OK? Si tu n'es pas capable d'avoir un tirage, c'est parce que les gens ne te lisent pas. Si les gens ne te lisent pas, c'est parce qu'ils trouvent que ce que tu dis n'est pas intéressant. Oui. Ou bien ils sont en désaccord total. Exact. Hein? Ben oui, tout à fait. Voilà. Ben c'est un peu ça. Hein. Moi, ça a été ça ma réflexion. Je me suis dit, à force d'avoir des chroniqueurs de la presse, Rima El Khoury, etc., qui traitent les Québécois de racistes, ben peut-être que les Québécois ne veulent plus acheter la presse. Et c'est pour ça que le média n'est pas rentable. Ben oui, c'est clair. C'est-à-dire que la ligne éditoriale est problématique. Ben oui. Et, les gens ne se reconnaissent pas. Ben non. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que malgré tout ce que la petite élite du plateau Montréal dit du Journal de Montréal, c'est pour ça que le Journal de Montréal fonctionne. Ben oui. C'est parce que les gens s'y retrouvent. Bon, évidemment, c'est aussi en raison de la section sport. Nous ne le leurrons pas. Non, mais pas uniquement. Ben non, parce que, pas uniquement. Et d'ailleurs, alors qu'on considérait quand même le Journal de Montréal comme une espèce de journal un peu de seconde zone, de moindre qualité à l'époque. Écoute, autrefois, c'est intéressant de remarquer. Il y a une quinzaine, vingtaine d'années, tu étais bien trop jeune, mais il y avait peut-être 20-25 ans. Il y avait dans le Journal de Montréal la fameuse page 7 ou 5, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, c'était... Il y avait une pin-up. Tu sais? Ah oui, hein? C'est ça. Joliment. Puis tout le monde disait, d'ailleurs, le Radio-Canada, tout ce monde-là, la bien-pensance, disait le Journal de Montréal se vend uniquement à cause de la pin-up de la page 5. Oui. OK? Ridicule. Oui. Ridicule. Mais, en tout cas... L'arrogance des bien-pensants. Oui, des Radio-Canadiens. Voyons donc. Ouais. Les gens sont pas mal plus sophistiqués qu'on le croit. Hein? Oui, et d'ailleurs, la diversité d'opinion, quand même, chez Québécois est plus grande. Ouais. Bon, on n'est pas là pour faire une infopub du Journal de Montréal, mais quand même. C'est-à-dire qu'entre, je sais pas moi, comment il s'appelle, El Grabli-Lévy
bon, qui est une espèce de fédéraliste néolibéral, Ouais. et Martine Desjardins ou Léopold Lauzon, on a quand même un spectre politique très grand là, entre les Oui, chroniqueurs. en effet. Et entre ça, bon, il y a Bock-Côté, Martineau, Fatima Ouda-Pépin, qui est une ancienne libérale, Voilà. Lise Ravary. Bon, on a quand même un spectre idéologique assez vaste. Alors que chez la presse, depuis que Foglia a pris sa retraite, ben, c'est très consensuel, hein? Ouais. C'est un peu la gauche du plateau Montréal qui nous fait la morale. Et attention, pas n'importe quelle gauche, la gauche sociétale. Oui, oui, exact. c'est ça. Tu sais, je veux dire, Oui, oui. Non, on parle pas de l'autre journal. Là. Non, non, moi j'ai du respect pour la gauche Oui, traditionnelle, oui, bien sûr. mais pas pour la gauche sociétale. Je comprends. Hein? OK, on se comprend. On se comprend. Mais enfin, tout ça pour dire que moi qui étais favorable au financement des médias par l'État, je me suis rendu compte qu'effectivement, il faut peut-être carrément arrêter ça et couper le robinet. Et comme tu le disais si bien, si le média ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que, tout simplement, il ne répond pas à ce que le lectorat veut, à ce que la population demande. D'ailleurs, ça me fait penser, juste pour finir ma réflexion, Richard, qu'en France, les seuls journaux qui sont rentables, ce sont les journaux de droite. Le Monde est déficitaire, Libération est déficitaire, le Nouvel Observateur est déficitaire. Oui, mais c'est gênant quand tu dis ça. Parce que ces journaux-là sont peut-être de gauche sociétale, Oui. mais ils sont néolibéraux. Aussi. C'est donc de droite. Oui. Ben, enfin. On se comprend? Oui, oui. Ben, en tout cas, ce qui est sûr. Je sais que j'aborde là un sujet délicat, Alexandre. Ben, non, mais c'est-à-dire c'est une grande discussion. Oui, voilà. La gauche et la droite. Mais disons que dans le spectre politique français, ils sont plutôt associés à la gauche. Enfin, bref. Sinon. Ah, d'ailleurs, Richard, il y a une députée de l'Assemblée nationale qui a dénoncé, Franchement, celle-là, là, je l'embrasserais presque. qui a dénoncé cette tentative de transformer la presse en OSBL, c'est Martine Ouellette. Oui. Alors, tout le monde avait oublié que Martine, parce qu'elle est chef du Bloc et puis qu'elle a été très présente comme chef du Bloc au cours des derniers mois. Oui, très présente médiatiquement, en tout cas. Voilà. Tout le monde avait oublié qu'elle était encore membre de l'Assemblée nationale. Exact. Or, pour que l'opération La Presse se fasse rapidement, il faut qu'il y ait unanimité à l'Assemblée nationale. Eh bien, voilà. Martine Ouellette, qui, malgré tout, siège encore comme députée à l'Assemblée nationale, malgré son statut comme chef du Bloc, a décidé qu'elle, non, elle ne jouerait pas le jeu. Il faut dire que ça doit être une douce revanche parce qu'elle avait envoyé une mise en demeure à la presse. Oui, oui, ça se fait dans un contexte politique particulier. Pas juste particulier, de Ouais. litige personnel. Oui, personnel. OK? Mais ça fait rien. Ça va bloquer la belle mécanique. Tout à fait, tout à fait. Et alors, ça nous amène à être obligés de souligner ou de remarquer, à tout le moins, sans nécessairement approfondir Ouais. ou s'apesantir, que le Parti québécois, avec Lisée, malgré semblait être disposé à jouer le jeu. Il a comme esquissé une critique à mots couverts en disant le fédéral semble vouloir financer la presse d'une nouvelle manière. Bon, il semble avoir eu des discussions à couvert entre les Desmarais, enfin Power Corporation et le fédéral là-dessus, ce qui est sans doute vrai. Mais voilà, certain que c'est vrai. Ben oui, c'est même une évidence. L'évidence même. Mais en disant, bon, si on peut être équitable avec tous les médias, pourquoi pas, etc. Bon, ben alors, la question, c'est qu'il y avait sans doute eu des discussions entre Lisée et la presse qui avaient amené Lisée à se convaincre que ça serait équitable. Et bon, on peut le penser. On cherche comment, mais bon, toujours est-il que si Martine Ouellette ne s'oppose pas oui, d'ailleurs, à ce projet-là, il serait passé avant la clôture des travaux dans quelques semaines. Oui, c'est ça, parce que là, ça va être la fin voilà, incessamment. de la session parlementaire. D'ailleurs, peut-être peux-tu nous expliquer ça, Richard? Comment se fait-il que ça nécessite l'unanimité? Comment ça se fait que le gouvernement peut pas... Il est majoritaire, le Parti libéral. Non, mais c'est parce que quand tu veux présenter un projet de loi, oui. parce que ça prend un projet de loi, on a expliqué, avant la fin de la session, dans des conditions... dans des conditions exceptionnelles. Dans des conditions d'urgence, ça prend l'unanimité. D'accord. J'avais pas saisi cette particularité-là, parce que je me disais, si les libéraux veulent passer une loi, ils peuvent le faire. Non, mais il faut la soumettre à débat. Là, il faut comprendre que la loi, là, il n'y a aucun débat, ça passerait comme une lettre à la poste. Ah oui, je comprends. OK?
Alors, c'est le scénario sur lequel misait la presse. Et d'annoncer ça, d'ailleurs, en fin de session parlementaire. Tu sais, pour prendre toujours tout le monde, tu sais... entre guillemets, par surprise, alors que c'est tout à fait planifié. Oui, c'est très planifié. Puis surtout, devant l'urgence, vite, faisons quelque chose. Oui, alors que le média est déficitaire depuis plusieurs années, qu'il n'y avait jamais eu d'urgence là. Voilà. Alors, on voit qu'on était en train de s'en faire passer une. Bon, mais là-dessus, on peut dire merci Martine Ouellet. Bien, certainement. Peu importe ce qu'on pense de ce qui se passe au Bloc. Alors, sinon, Richard, il y a un groupe d'avocats qui s'est manifesté pour contester la décision du barreau de faire invalider les lois du Québec en raison du bilinguisme d'État. Cette affaire-là est en train de prendre un tour politique assez spectaculaire. Tant mieux. Oui. Tant mieux. Et il y a un sondage qui a été mené par Droit Inc., qui est une publication... Oui. En fait, c'est pas une publication, c'est un site Internet là, qui s'adresse essentiellement, surtout, aux juristes, milieu juridique, avocats, juges. Ouais. OK? Et Droit Inc. a fait un sondage rapide auprès des membres du barreau pour découvrir, à la surprise de pas mal tout le monde, que 80% des avocats étaient opposés à la démarche. Exact. Rappelons-le, c'est une démarche conjointe du barreau du Québec et du barreau de Montréal. Démarche financée à hauteur de 125 000 $ par Patrimoine Canada. Ah, tiens, c'est bizarre. Oui, bizarre. Et visant à déclarer inconstitutionnelles toutes les lois du Québec. Toutes les lois? Toutes les lois, pour cause de non-conformité avec les exigences du bilinguisme canadien. Du bilinguisme canadien, qui est imposé par un article de la Constitution. Exact. OK? Sauf que, tu sais, la loi 101, elle a été adoptée en 1976. Pourquoi, en 2018, se réveille-t-on d'un seul coup avec cette crise de conscience? Oui. Hein? Oui, c'est très... Voilà, c'est comme très suspect. C'est d'autant plus suspect que lorsque tu regardes la mission du barreau, tu réalises qu'il n'y a aucun rapport. Non, voilà. Tiens, OK? Ouais. Le barreau, il a pour motif d'aider les citoyens, c'est ça, hein, la loi, à se défendre devant les tribunaux. Et certainement pas d'invalider les lois de l'État québécois. Certainement pas. Ni de créer ou fomenter, hein, j'aime bien le mot fomenter, la division entre les Québécois. C'est fomenté, c'est subversif. Oui. Il y a un peu, mais on a il y a de la subversion dans la démarche du barreau. Je suis assez d'accord avec toi. Ça sonne comme ça. Et c'est très politique, hein, finalement. On voit qu'il y a une politisation totale de cette question-là. Est-ce qu'on ne peut pas quand même se poser la question de savoir si le retour au pouvoir du Parti libéral du Canada n'a pas beaucoup à voir là-dedans? C'est clair. C'est clair, mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe depuis que les libéraux sont au pouvoir au Québec. Parce qu'il faut comprendre que le barreau, c'est une institution québécoise. Oui, mais comme tu le disais, financer, là, l'initiative... Oui, d'accord. Mais il reste que c'est un organisme qui est régi par une loi québécoise. Au fait, soulignons que dans sa démarche d'invalidation des lois québécoises, le barreau se trouverait à faire invalider sa propre loi. Ah, sa loi constitutive. Oui. C'est un peu fort le café, ça. Hein? Oui, c'est assez particulier, en fait. En effet, pour le moins. Donc... Et la loi 99, par extension. Par extension. Et donc, tout ça, il faut rappeler aussi que c'est dans un contexte où la Constitution canadienne, en vertu de laquelle c'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1967, qui a été rapatrié... 1867, pardon, rapatrié en 1982. Oui, dans les circonstances que l'on connaît. Qui devait faire l'objet d'une traduction, selon les dispositions de 1982. On est en 2018. Oui. Et toujours pas traduite. Oui. Hein? On a une Constitution dont la seule version... officielle est en anglais. Oui. Pour un pays qui se dit bilingue. Et ça ne dérange pas le barreau. Évidemment. Le barreau, ça ne dérange pas le barreau. Ouais. Tu sais, la loi en vertu de laquelle toutes les autres lois découlent n'est pas traduite. Mais ça, c'est pas grave. On s'en prend plutôt à toutes les autres lois du Québec qui devraient être traduites. Bon.
qui le sont. Qui le sont traduits. Mais qui n'ont pas été adoptés de la façon dont elles auraient dû selon la stricte procédure. Aïe, là. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on est face à un cas politique, on le voit. Et voilà, c'est une offensive un peu contre le caractère français de l'État du Québec. Alors, il faut comprendre aussi que ça se situe dans le contexte d'une attente. Parce que tout le monde s'attendait à ce que la loi 99 soit invalidée. Tout à fait. Et si la loi 99 avait été invalidée, M. Couillard se serait présenté devant nous. On nous a dit, écoutez, on a essayé, on l'a défendu, mais là, on va tourner la page, puis on va signer la Constitution de 1982. Ouais. OK? Ça, c'était le scénario tel qu'il devait se produire. Grâce au ciel, la juge Dallaire a rendu une bonne décision. Oui, oui. OK? Franchement, celle-là, on lui doit une fière chandelle. Elle mérite un coup de chapeau et notre plus grand respect. Voilà. Oui, exact. C'est toujours ça qui est particulier quand même avec comme je dirais, le Canada et l'ordre juridique dans lequel on est. C'est qu'on a souvent l'impression, on a cette impression-là aussi sur la question des accommodements raisonnables, qu'il y a un peu une espèce de tyrannie des juges au Canada. Oui, puis il y a pire que ça. Je veux dire, comme les juges remplaçaient les politiciens. C'est eux qui faisaient un peu le... Ben oui, ça c'est entendu. Mais tu comprendras que dans le cas de la juge Dallaire, on est mal placé pour s'en plaindre. C'est vrai, mais je fais juste souligner qu'une fois de plus, c'est la judiciarisation du politique. Oui, mais ce qui est épouvantable, c'est la façon dont le barreau voulait instrumenter ça. Alors, on a dit que le barreau était contesté de l'intérieur. Il y aura une assemblée générale du barreau qui, si ma mémoire est fidèle, doit avoir lieu le 24 mai, et au cours de laquelle la question sera débattue. Les deux barreaux, ceux de Montréal et de Québec, ont déjà indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de reculer, les exécutifs en place. On verra. On verra. Ce que je sais, et je le tiens de source sûre, c'est qu'il y a des avocats... Des sources, Richard. Ah, c'est clair. Je ne peux pas faire la job que je fais, pas de source. Évidemment. OK. Donc, je sais de source sûre qu'il y a une contestation judiciaire qui se met en place contre la décision. Du barreau. La décision des deux barreaux. Des deux barreaux, oui. Parce que de Québec du Québec et de Montréal. Voilà. En parlant de la tyrannie des juges, ou en tout cas du gouvernement des juges, il y a celle-là est forte. La décision... Écoutez ça vaut la peine. Oui. Alors, en fait, c'est une recommandation d'un juge du Québec d'autoriser la triparentalité pour un enfant. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que la triparentalité? Bien, figurez-vous qu'il y a un couple de lesbiennes qui ont décidé d'avoir un enfant. Donc, ils ont procédé, je crois, soit par voie naturelle, ou enfin, ils ont contacté un homme célibataire par Internet, et ils ont conçu un enfant. Alors, je ne sais pas les circonstances, que ça s'est fait par les voies naturelles ou par insémination. In vitro. Oui, insémination. L'histoire ne le dit pas, mais dans tous les cas, les trois, disons, parents, c'est-à-dire et le couple lesbien et le donneur de sperme, se sont retrouvés à élever l'enfant. Le couple lesbien s'est séparé et le père biologique de l'enfant a demandé à être reconnu comme le parent officiel de l'enfant en question. Et donc, le juge s'est trouvé à avoir pas le choix de lui accorder le statut de père à l'enfant, tout en disant c'est problématique parce que les trois personnes, c'est-à-dire le couple, les deux lesbiennes qui avaient voulu avoir l'enfant, donc c'est-à-dire la mère biologique de l'enfant, celle qui a donné naissance à l'enfant, et ce qu'on appelle la mère d'intention, c'est-à-dire la mère numéro 2, celle qui n'a pas porté l'enfant, élève avec le père biologique l'enfant en question. Mais t'oublies le meilleur. Mais voilà. Et là, la chose se complexifie encore davantage parce que ce qu'on appelle la mère d'intention, c'est-à-dire la mère qui n'a pas porté l'enfant, a subi un changement de sexe. Et donc, c'est devenu un père. Donc, la mère numéro 2 est devenue un homme. Et elle, on ne sait plus trop quoi dire, s'est fait exclure de la parentalité. Donc, ce n'est plus
ni le parent 1 ni le parent 2 de l'enfant. Écoute, donc là, c'est la mère biologique et le père biologique de l'enfant qui ont été reconnus par le juge. Et là, le juge dit c'est problématique. Je vais faire une blague qu'on va me reprocher, c'est certain. Mais vraiment, on est en train de perdre les pédales. Oui, là, complètement. Et ça te surprendra peut-être, Richard, mais le juge a évoqué la législation de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Et de la Colombie-Britannique, qui, ces deux provinces-là, ont reconnu non pas la triparentalité, mais la pluriparentalité. Parce que une fois... Parce que ça se corse. C'est parce qu'une fois lancé dans les 3 parents, pourquoi ne pas en accepter plus? 4? Genre. Ben oui, voilà. Non, mais voilà. Alors, tant qu'à faire... Plus que 3. Hey, on voit qu'on est dans la déconstruction quand même assez radicale du noyau familial. Et ça fait penser, là, on célèbre. Ça, on célèbre, on commémore mai 68. C'est même plus c'est l'écrapoutissement. Oui. Mais c'est la déconstruction de tout référent, je dirais, normatif, hein, le fait que chaque enfant ait 2 parents. Bon, c'est quand même, comment je dirais... Il y a déjà des enfants qui considèrent qu'en avoir 2, c'est trop. D'avoir 2 parents? Oui, exactement. Alors imagine, d'en avoir 3, 4. Exactement. La pluriparentalité. Alors, je vous le dis tout de suite, je dis ça à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous allez probablement devenir réactionnaires dans les prochains mois, les prochaines années, si vous considérez qu'un enfant a 2 parents. Hein, c'est-à-dire qu'on est... On va vous traiter, pas vous allez vous considérer. Non, mais vous allez être considéré comme réactionnaire. Voilà. Vous allez devenir, aux yeux de la bien-pensance radio-canadienne, un horrible réactionnaire. Donc, je vous dis ça comme ça. Préparez vos arguments, parce que on s'en va dans une déconstruction de plus en plus grande de tout ce qui a un peu de sens dans notre société. Je t'avoue franchement, je suis gêné. Oui, je comprends. Je suis gêné que, comme société, on ne réagisse pas. Il n'y a aucune réaction. On ne réagisse pas à des horreurs pareilles. Ouais. Mais c'est comme la gestation pour autrui, hein? C'est-à-dire Écoute, à partir du moment... Le fait d'avoir des mères porteuses rémunérées, c'est-à-dire c'est quand même payé pour avoir un enfant, ce qui ressemble quand même un peu à de l'esclavage. C'est quand même assez problématique d'un point de vue éthique et moral. Et il n'y a aucune réaction dans la société civile québécoise parce que moi, j'ai l'impression qu'on a été totalement non, c'est parce que au nom affecté par le libéralisme. Hein, oui, mais il y a plusieurs libertés là, qui sont en jeu. D'abord, la liberté de religion. Hein? Oui. Et nous, c'est la première qui nous a touchés à cause de ce qu'on a... les prétendues souffrances qu'on a subies aux mains de la religion et par ses excès. De l'Église catholique. De l'Église catholique. Oui. De la hiérarchie catholique. Il faut bien comprendre parce que... Mais c'est-à-dire la critique de la hiérarchie catholique, c'est déporté sur l'ensemble de l'œuvre de l'Église au Québec. C'est ça qui est un peu malheureux. Écoute, il y a le message. Okay? Le message évangélique, c'est une chose. Puis il y a les messagers. Oui, bien sûr. Bon, alors, que les messagers aient mal fait leur job, ça, je le conçois. Ça arrive partout. D'ailleurs, c'est des êtres humains. Hein? Oui. OK? Mais... Ou qu'il y ait des abus. Tu sais, le message, il n'était pas si fou que ça, là. Non. Et je veux dire, comme institution, c'est quand même ce qui nous a tenus nationalement comme peuple pendant plus de 2 siècles. Alors, on a réagi parce qu'on a d'abord voulu s'émanciper de ce carcan. Oui. OK? Puis ensuite, il y a la liberté des mœurs qui s'est présentée et à laquelle, c'est le fun. On a tout embarqué là-dedans dans les années 70. Oui, 70. C'était la folie furieuse, là. Je le sais, j'y étais. Oui. Okay, je peux vous en parler. Bien sûr, et même, les gens oublient ça, hein, mais on a été très loin dans les années 70 à la libération, entre guillemets, la libération sexuelle. On a été jusqu'à défendre la pédophilie, hein, comme une libération de la sexualité des enfants. Oui. Il y a des tribunes qui ont été signées dans des grands journaux, surtout aux États-Unis et en France. Je ne connais pas le cas du Québec spécifiquement, il faudrait vérifier, mais je sais qu'en tout cas, dans le monde francophone, c'est clair. Non, au Québec, la pédophilie, ça n'a jamais été... Ça n'a jamais été porté, mais tu vois, en France... Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Non, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Et c'est le discours de libération,
encore une fois, entre guillemets, la libération sexuelle a été très, très loin. Et c'est à partir des années 80, quand on a vu la conséquence que ça avait sur les enfants qui avaient été abusés, qu'on a comme rétro-pédalé dans la défense de la liberté sexuelle. Oui, oui. J'aime bien. J'ai utilisé le même Rétro-pédalé. Ah ben, c'est le vocabulaire qu'il veut. Voilà, voilà. Non, mais tout ça, enfin, pour vous dire que la déconstruction de tout ce qui a l'air d'être sorti un peu d'une loi naturelle va s'accélérer. C'est-à-dire qu'on a vu depuis quelques années, ça a été la légalisation, l'acceptation du mariage homosexuel. Là, on est sur la normalisation du transgenrisme. D'ailleurs, il y a les premiers jouets transgenres qui vont être introduits dans les garderies québécoises. Alors, tout ça se fait en même temps. C'est-à-dire que cette espèce de déconstruction radicale des genres. On n'est pas seulement dans la déconstruction de la nation, Richard. Ouais, non, on est dans la déconstruction de toutes les frontières, notamment les frontières sexuelles, et notamment maintenant la parentalité. Et les frontières territoriales aussi. Exactement. Et c'est là où on voit qu'il y a une cohérence idéologique. Ouais. C'est-à-dire que au nom de la liberté, on passe rapidement à la licence et un peu au grand n'importe quoi. D'ailleurs, en parlant bon, on va faire une transition ici, en parlant de frontières qui ne sont pas respectées, ben justement. On est servi. Voilà. C'est ça que je voulais introduire comme sujet. Ben c'est réussi. Crise migratoire, hein, Richard. Ouais. Le nombre de réfugiés a quadruplé en avril 2018 par rapport à avril 2017. Ouais. Puis c'est déjà, l'an dernier, on a reçu combien? Pas loin de 100 000, alors que normalement, on doit en recevoir 55 000. Exactement. Alors, imaginez. Puis alors, à 50 000, on parle perd... de 100 000 nouveaux arrivants. C'est ça. Immigrants légaux et réfugiés. À 50 000, ça nous coûte 4 milliards de dollars au Québec seulement. Qu'est-ce que ça va être? Et alors, imagine, à 100 000, on est à 8 milliards, puis personne ne nous en parle. Non, même que Couillard, là, cette semaine, a accusé Legault en disant être contre l'immigration, c'est un discours anti-économique. C'est épouvantable. C'est C'est épouvantable parce que c'est justement l'économie qui nous dit que trop d'immigration, oui, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, et puis c'est très coûteux sur le plan des services sociaux, etc. C'est ça. Sans compter le marché de l'emploi. Et le pire, c'est que l'étude à laquelle je me réfère continuellement, celle de l'Institut Fraser, M. Grubel, dit très clairement que ceux qui se trouvent à payer le plus cher pour l'immigration débridée qu'on connaît sont les vagues précédentes d'immigrants. Oui, parce qu'ils sont déjà plus fragiles. Enfin. Voilà. Ouais. Mais bon, dans tous les cas, même si ça affectait, je dirais, les non-immigrants, les deux souches, ça serait déjà extrêmement problématique, et ça l'est d'ailleurs. Tu sais, calcule ça en opération de hanche reportée pour les personnes âgées, en bains non donnés aux personnes âgées, en tout, là. Oui, oui. Oui, non, c'est énorme. C'est comme ça que ça se répercute. Bien sûr. Et souvent, ce qu'on oublie de dire avec l'immigration, c'est la question du regroupement familial. Parce que quand il y a des immigrants qui arrivent, ça peut être le cas aussi pour des réfugiés, que font-ils après quelques mois passés ici, ou même quelques années? Ils font venir leurs parents. Des fois, c'est des parents assez âgés qui, évidemment, n'apprendront pas la langue nationale, ne travailleront pas et seront finalement un coût clair pour la Appelons société. ça un chat, un fardeau. Un fardeau, voilà, financier pour la et société. social. Et social. Et on évacue toujours cette question-là du regroupement familial. Non. Parce que quand on se met à parler de ça, on voit bien que les arguments économiques tiennent beaucoup moins la route. Ben, ils ne tiennent pas. Ben, ils ne tiennent pas du tout. Voilà. Et c'est pour ça que systématiquement, et là, les immigrationnistes... on parle à ce moment-là strictement de compassion. Oui, voilà, exactement. L'argument, c'est celui de la compassion. C'est ça. Alors, on part... Tu fais bien de souligner ça, Richard, parce qu'on passe d'une argumentation pseudo-économique, du genre, on a besoin des immigrants, oui, finalement, ça coûte cher, mais finalement, il faut avoir un grand cœur. Donc, quand l'argument économique s'effondre, là, on vient toucher des petites valeurs morales. D'ailleurs, en parlant un peu de l'immigration, des problèmes d'accommodement raisonnable, parce que c'est à quoi ça nous fait penser tout de suite avec ce qu'on a connu les dernières années, le Parti libéral vient de donner ses recommandations à la ministre Vallée. Et les recommandations, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est d'aller au cas par cas.
Donc, finalement, c'est des revendications qui se plient totalement au multiculturalisme canadien. Et il y a une espèce de vide total pour toutes les institutions québécoises. Ça veut dire que des écoles ou des établissements sont à la merci de la poursuite de telle ou telle communauté qui peuvent finalement se rendre en Cour suprême pour avoir un jugement favorable pour leurs revendications fondamentalistes. Ça, c'est l'étouffement de la Charte fédérale. Exactement. Et du multiculturalisme. Canadien. Combiner les deux ensemble. Là? Exactement. C'est ça. Et c'est là où on voit tout le dommage que ça fait d'être dans la Confédération canadienne. C'est-à-dire que là, vraiment, sur ces questions-là, on voit qu'on est dans un état... c'est-à-dire que le Québec est dominé sur le plan... Non seulement ça, mais qu'on est... législatif. On est littéralement destiné à l'extinction. Oui, et à être considéré comme une sorte de minorité ethnique parmi d'autres du Grand Canada multiculturel. On est en train de devenir une Louisiane. Oui, exactement. Et tu vois, Richard, je me faisais la réflexion, si jamais on était dans une vraie confédération, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une décentralisation des pouvoirs et que le Canada laissait le loisir au Québec de décider comment ils allaient intégrer les immigrants, comment ils allaient régir la question de la religion dans l'espace public. Si c'était une vraie confédération, ça serait déjà beaucoup plus acceptable. Moi, personnellement, en tant que Québécois, ça m'importe peu qu'il y ait des policières à hijab en Ontario. Oui, moi non. Tu comprends? Que les Ontariens décident de faire ce qu'ils veulent chez eux. Ouais. Mais pourquoi est-ce que les Canadiens anglais doivent imposer leur modèle anglo-saxon d'inspiration britannique sur le Québec? Et c'est ça qui est très fâchant. À la limite qu'ils aient un modèle de société différent du nôtre, je le conçois totalement, mais il faudrait laisser au Québec le droit et le choix de son modèle d'intégration des immigrants et de la manière dont il régit la religion dans l'espace public. C'était le but de l'entente Colonne-Couture qui avait été négociée par 1976-77 par le ministre Couture, qui était du PQ, le ministre de l'Immigration à l'époque, avec le gouvernement fédéral, parce qu'au départ, le Québec n'avait pas un mot à dire dans la sélection des immigrants. Oui. Alors, depuis cette entente-là, le Québec a acquis un mot à dire. Et puis, l'entente en question prévoit qu'elle peut être de temps à autre renégociée. Et il serait le temps qu'on la renégocie. Là. Ça sera un petit peu le temps. Là. Et le gouvernement fédéral, même le ministre de l'Immigration fédérale a reconnu aujourd'hui ou hier la possibilité justement de procéder à une révision de ça. Mais c'est le gouvernement québécois qui ne veut pas. C'est les libéraux qui ne veulent pas. Voilà. Okay. C'est le gouvernement qu'on a. D'ailleurs, d'où l'importance de foutre les libéraux dehors. Des foutre dehors. Voilà. Bon. Assez. Assez là-dessus. Congrès du Parti conservateur du Canada, brièvement, Richard. Ouais. On a quand même vu une ouverture au Québec ouais. sur la question de l'impôt, l'impôt unique. Ouais. C'est quand même encourageant. Alors, oui. tu sembles dubitatif. Oui, je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai déjà joué dans ce film-là. Je sais. D'ailleurs, tu l'as dit à ce micro, tu étais membre du Parti conservateur. C'est ça. Et au début des années 70, parce que j'haïssais tellement Pierre Elliott, que, tu sais, à l'époque, on n'avait pas les options qu'on a, là. Ah, bien sûr. OK? Donc, c'était soit l'un, soit libéral, soit conservateur. Bien Donc, sûr. moi, j'avais choisi, par opposition systématique à Trudeau, d'être conservateur. Toutes ces mesures-là, toutes ces ouvertures-là, je les ai vécues. Et tu as été déçu. Et j'ai bien vu bon, alors on recommence. Et puis on lance de nouveau un espoir. J'ai même vu des gens parler, tu sais, de dire « le Canada n'est pas un goulag », ou comme René Lévesque l'avait dit. Ah oui, Michel David dans Le Devoir. Oui, voilà. Ou bien dire ouais, ben bon, là, ils sont de nouveau prêts à nous donner une chance, etc. Écoute, comme si on allait encore tomber dans le panneau. Alors, c'est sûr que ceux qui ne connaissent pas l'histoire se condamnent à les répéter. Oui, bien sûr. Mais moi, ça donne que je la connais. Oui. Et puis... Mais ne penses-tu pas... Alors, moi, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas être naïf avec les conservateurs. Cependant, s'il y a le choix entre Trudeau... Je parle d'un point de vue souverainiste. S'il y a vraiment le choix entre Trudeau et Scheer, est-il possible... Si c'est le seul choix qu'on a... C'est-à-dire comme premier ministre du Canada. Parce que même si on vote pour le bloc... Non, mais si c'est le seul choix qu'on a, OK, entre Scheer et Trudeau... Jack Meeting, mais non, justement. Mais le problème, c'est que Jack Meeting, il vient brouiller les cartes. Ah ben pour les libéraux. Non, et pour tout le monde.
Ah, au Québec? Oui. Enfin. Non, pour tout le monde. Puis le Bloc aussi, le Bloc, à ce moment-là, tu sais, il faut comprendre une chose. C'est que sitôt que tu t'éloignes du régime bipartite, oui, bien sûr. tu t'exposes à la fragmentation. Ça, c'est vrai. Et au gouvernement minoritaire. Et au gouvernement minoritaire. C'est vrai. Et la minorité, ça ne fait pas notre jeu à nous. OK? Alors, dans une situation comme en 1970, ce qui était le cas, le NPD était virtuellement inexistant. Oui. Et il y avait les libéraux. Le CCF à l'époque? Des libéraux, non, même pas. C'était déjà le NPD. Ouais. Tu avais puis au Québec, le NPD était inexistant. Tu avais les libéraux et les conservateurs, et puis devant un choix comme celui-là, Stanfield, à l'époque, était nettement plus attrayant que Trudeau, pour quelqu'un qui, comme moi, était opposé au fédéralisme mur à mur. Bien sûr, mais c'est un peu la question que je te posais, c'est-à-dire que devant j'ai répondu. Je te dis qu'à cause de la division, de la fragmentation, ce choix-là, on ne peut pas le faire. Non, mais sauf que c'est possible de penser qu'il pourrait y avoir une députation, par exemple, du Bloc québécois. Ça ne s'enligne pas pour ça, parce que le Bloc québécois va pas très bien, mais possiblement un Bloc québécois fort et avoir peut-être l'Ontario et l'Ouest vote conservateur et remplacer Trudeau par Scheer, qui pourrait éventuellement offrir des ouvertures face au Québec. Ben écoute, personnellement, je te renvoie à l'histoire. Non, pas encore assez récente. C'est, je pense, en 2015 que Harper avait reconnu la nation québécoise. Oui, comme motion. Comme motion. Oui, c'est une motion. Motion. Oui. Bon, bien. Puis en précisant bien que ça n'avait aucune valeur constitutionnelle. Évidemment. OK? Évidemment. Non, d'accord, mais l'impôt unique, c'est autre chose. Vu qu'on est en voie d'anglicisation, je vais te dire « been there, done that ». D'accord. Donc, pour toi, c'est une manœuvre totalement cynique des conservateurs. C'est pas cynique, parce qu'ils sont pas méchants. OK? Ils sont pas méchants, ils sont gentils. Non, mais ils ont besoin des appuis du Québec. Ils peuvent pas se faire élire autrement. Voilà. Bon, donc ils sont obligés de racoler. Ben exactement. OK? Et puis alors le problème... Donc le passage de Michel Gauthier, ancien chef du Bloc québécois au Parti conservateur... C'est quelqu'un qui n'a pas compris les leçons de l'histoire. D'accord. Bon, ça règle la question. Ouais. Brièvement, Richard, avant de passer à l'international, là, je vois qu'on a dépassé le temps pour le national. Il y a le renvoi d'un agent de la GRC en raison de son anglais. Alors, c'est un Français qui a immigré au Canada, probablement au Québec. Non, il est dans la région en Ontario. Ah, il habite en Ontario? Oui. D'accord. Ottawa. Et il s'est fait dire... Il a demandé à être muté au Québec parce que son anglais était moyen. C'est ça. Et il s'est fait dire qu'il pouvait travailler pour la GRC en français. On lui a dit pas de problème, vous avez juste à faire des cours pour apprendre l'anglais. Et là, finalement, il semble avoir été renvoyé pour ces motifs-là. Donc, ce qui nous fait quand même... C'est déficience en anglais. C'est déficience en anglais, parce que son niveau d'anglais ne serait pas assez élevé. Alors, ça nous fait toujours réaliser, finalement, Richard, que le Canada, en gros, est un pays anglophone et que ses institutions, notamment policières, sont... finalement, celle du Canada anglais. Ouais, c'est clair. C'est rien pour nous réveiller. C'est la même chose avec l'armée, d'ailleurs. What else is new? Oui. Pour nous, c'est d'une banalité affligeante de répéter ces vérités. Mais parfois, on a des rappels, la réalité qui nous rappelle à l'ordre et des événements dans l'actualité qui vous rappellent ça. Bon. L'international maintenant, Richard. OK. Il s'en passe des vertes et des pas mûres. Il s'en passe certaines. OK. On va commencer. Ici, tu as mis ça, le sommet du G7 sous tension. Le G7, il va être sous tension, pas uniquement à cause des menaces des groupes... de l'extrême gauche. De l'extrême gauche. Il va être sous tension parce que, imaginez la situation dans laquelle on est. On est à la veille. C'est probablement demain qu'on va apprendre que les négociations pour le renouvellement de l'ALENA s'en vont nulle part. Oui, enfin. OK? Effectivement, les Américains tiennent... Bon, alors imagine déjà l'ambiance qu'il va y avoir entre le Canada et les États-Unis
au sommet du G7 du mois de juin. Exact. Ensuite, regarde ce qui se passe entre l'Europe et les États-Unis. Ah ouais, là, ça joue très, très dur. Sur la question de l'Iran, hein, notamment les sanctions par rapport à l'Iran. Sur la question, ça ne va pas du tout. Non, ça ne va pas du tout parce que les Européens ont beaucoup d'intérêt en Iran. Voilà. Et ils sont obligés et ils vont être obligés d'y renoncer. Total, aujourd'hui, la grande pétrolière française, qui est une des entreprises les plus visées par la décision de Trump, a dit que, compte tenu des affaires qu'ils font avec les États-Unis... Ils n'ont pas le choix de reculer devant leurs Ils n'ont pas le choix. C'est pas juste une question d'utilisation du dollar. C'est parce qu'il faut comprendre que Total a une très, très grosse raffinerie au Texas. D'accord. OK, dans laquelle ils viennent de réinvestir pas moins de 4 milliards de dollars. OK? Et, tu sais, s'ils se mettent à... ils sont menacés de saisie. Oui. OK? S'ils continuent à transiger avec l'Iran. Avec l'Iran. Et je pense... Même si c'est pas en dollars. Même si c'est pas en dollars, oui. OK? Tu me corrigeras si j'ai tort, Richard, mais Total avait fait ces investissements-là en Iran suite à l'accord passé sur le nucléaire iranien. Oui, mais Total était déjà ils étaient déjà présents. Présents en Iran bien avant. Bien avant. Ils ont fait d'autres investissements. Bien, ils ont conclu une entente avec le gouvernement iranien pour exploiter ce qui, manifestement, était le plus gros gisement de gaz d'Europe. Et par opposition... Du monde. Pas loin du monde. Ouais. OK? Et tu te rends compte que ça vient dans la foulée de la découverte d'un gisement important dans l'Arctique par les Russes, dans lequel Total était également associé. Et à la suite de la mort de Marjorie, là, dans des circonstances assez particulières à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou, on se souviendra que son avion avait sauté. Oui. OK? Et Total avait dû se désengager de Russie. Et là, maintenant... Parce que de Marjorie défendait pas les négociations, mais les affaires avec la Russie, et disait même que ça devrait se faire dans une monnaie autre que notre dollar. Alors, tu vois que... il est mort. Puis, je veux dire, Dominique Strauss-Kahn, il n'est pas mort, mais il n'est pas fort. Disons qu'il a été évincé de la évincé complètement. française. Et si... alors, parce que là, tu parles de Dominique Strauss-Kahn. Rappelle quand même aux auditeurs... il était candidat du Parti socialiste à la présidence de France, mais au moment où il a été dégommé, là... de son scandale. Du scandale, il était président du FMI. Et il avait commis l'outrecuidance de dire qu'on devait évoluer vers une nouvelle situation dans laquelle on ne serait plus entièrement dépendant du dollar, mais d'un panier de monnaie, de devises. OK? Tu comprends que ça n'a pas fait des milieux financiers américains. Bon, d'ailleurs, le scandale sexuel a éclaté aux États-Unis, rappelons-le. Rappelons-le. Et je vais te dire quelque chose. Si Dominique Strauss-Kahn n'avait pas été juif, il aurait eu le même souci. Pas de souci, le même sort que de Marjorie et Kadhafi. Ah ben, peut-être. Ah ouais. Ben, en tout cas, politiquement, il a été assassiné. Oui. D'un point de vue politique. D'un point de vue, il est assassiné. C'est-à-dire, d'un point de vue politique, il a complètement été liquidé. Complètement. Puis on en a remis par-dessus... Oui, bon, en même temps, le type était quand même honnête. C'est une crapule. J'allais pas jusque-là, mais oui, semble-t-il que... Enfin, je crapule même pas, c'est une ordure. Oui. Bon. Oui, et puis bon, il y a quand même eu des témoignages de femmes à répétition qui disaient que ce type-là était quand même très problématique dans son attitude face aux femmes. Il y a eu des tentatives de viol sur des journalistes françaises, notamment, qui se sont fait dissuader de parler contre lui parce qu'elles étaient liées au Parti socialiste. Hein? Donc on voit que... C'était dégueulasse. Oui, c'est pour ça que, bon, moi, J'ai aucune sympathie pour lui. Voilà. Très peu de sympathie pour Strauss-Kahn, vraiment. Sauf que, sur le plan économique, il tenait un discours cohérent. Et voilà, ça s'opposait au système dollar. Il s'opposait au système dollar. Ouais. Ben, qu'est-ce que tu veux? On constate que tous ceux qui s'opposent au système dollar... disparaissent. Disparaissent. Ben, Kadhafi, comme tu Kadhafi, l'as dit. de Marjorie. Ouais.
Et puis, bon, l'Iran aussi qui veut quand même mettre... Bon, l'Iran, même la Russie. Je veux dire, si, oui. Tu comprends bien que Russie, si les Américains étaient en mesure d'organiser un régime change, un changement de régime en Russie, une révolution de couleur en Russie, ils ne gêneraient pas. Ah ben là, c'est sûr. Mais d'ailleurs, on peut penser puis ils ont essayé, ils l'ont essayé. Ils l'ont essayé en Iran aussi. Bien sûr. OK, ça ne marche pas. OK? Alors, et puis ils essaient très durement à l'heure actuelle au Venezuela. Puis ils ont de la misère aussi. Ouais. Puis ils ont essayé au Brésil, ils y sont à moitié parvenus. Ils ont essayé en Argentine, ils y sont à moitié parvenus aussi. Ouais. Et puis ils s'essaient très durement à l'heure actuelle au Nicaragua. Ouais. Et puis ils s'essaient très durement également en Bolivie. Mm-hmm. Ils ont réussi en Ukraine, en tout cas. Ils ont réussi en Ukraine, ils ont réussi en Équateur. Ouais. OK? Parce que le nouveau président de l'Équateur n'est pas aussi sympathique à l'endroit d'Assange. Ah oui, oui. OK? Puis il cherche à l'heure actuelle à le... Bien sûr, il faut rappeler que Julian Assange, donc le président de Wikileaks, le directeur de Wikileaks. Le fondateur. Le fondateur de Wikileaks est à l'ambassade... Et son principal animateur. Et, oui, voilà, est à l'ambassade de l'Équateur au Royaume-uni. À Londres. Oui, voilà. À Londres. Depuis maintenant 6 ans. Oui, alors voilà, on voit qu'il y a une espèce de résistance qui se met en place face au système dollar. Ouais. Les Européens, là, ont semblé vouloir un peu aller contre Washington dans les derniers jours. Et puis, finalement, ils ont l'air de se raviser tranquillement. Alors, la comédie va durer encore un peu, parce que dans quelques jours, Macron va être à Saint-Pétersbourg. Et la France va être à l'honneur à Saint-Pétersbourg. Ouais. Et en fait, Poutine rend à Macron la politesse que Macron lui avait faite lorsqu'il a été élu, de l'inviter à Versailles. Alors, réciprocité, on invite... Macron au Kremlin. Non, pas au Kremlin. Non? Ben non. Versailles, c'est pas ça avait été choisi, Versailles, parce que c'était justement pas le siège de l'État. Oui, d'accord. OK? Mais c'était le rappel des liens historiques entre la France et la Russie conclus à l'époque de la monarchie. Exact. OK? Non, mais le Kremlin, c'était l'endroit des empereurs. Non, Saint-Pétersbourg. Catherine de Russie. D'accord. Okay. Donc, il va être reçu à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg. D'accord. OK. Et il y a un gros forum international économique là, qui se déroule là. Et donc, il va y avoir un gros jour. Et puis là, évidemment, Macron va être obligé de faire des... Il va être obligé de faire semblant qu'il est un peu en contradiction. Oui, enfin... Okay. Alors, mais alors, je ne sais pas si Poutine va faire comme Trump a fait, tu sais. Lui enlever les pellicules. Oui, les pellicules sur son veston. Ça, c'était une scène assez incroyable. Ou bien le prendre par la main pour le traîner comme un gamin. Oui. Les journaux américains avaient titré The French Poodle. Oui, le French Poodle. Le caniche français. Le petit caniche. Ouais. Ça veut tout dire, hein? Ouais. On est loin de De Gaulle, là. On n'en parle même pas. Alors, tu vois, on a commencé à parler du G7. Puis, alors, imagine que tout ça, là, ça se déroule dans le contexte d'une rencontre imminente. Oui. Alors, tu sais, ils vont se regarder en chien de faïence à Charlevoix. Ça ne sera pas... Non, ça ne sera pas très sympathique. Et en fait, je vais te dire, Trudeau, là-dedans, il va être comme un chien dans un jeu de quilles. Mais Trudeau, il va complètement déclassé. Il va encore faire honte au Canada. Il va démontrer ses chaussettes. Ça va être non, mais ça va être ça. Ça va être pitoyable. Il va dire, le libre-échange, c'est chouette. Ouais. Il est dans une tournée, là, aux États-Unis, pour la promotion du libre-échange. C'est pas le meilleur ambassadeur qu'on peut envoyer, quand même. Non, puis notre chien est mort, parce que c'est... Ah oui, les Américains lâchent rien. Ils lâchent rien. Peut-être, on est sur le sujet de l'Europe, Richard. L'Écosse veut rapatrier des pouvoirs qu'avait l'Union européenne. Oui, en fait, pas des pouvoirs que... c'est ça, des champs de compétences que la Grande-Bretagne avait cédés à Bruxelles. Au nom de l'Écosse, à Bruxelles, notamment dans le domaine des pêcheries. Exactement. OK? Et ensuite, pas juste les pêcheries, tout le contrôle de l'offshore pétrolier. Ah ben oui, puis au large des côtes écossaises, là, il y a du pétrole. Il y a du pétrole. Ouais. Alors, tout ça est tombé dans la renégociation. La négociation de la sortie. Les Britanniques ont renoncé à leur souveraineté à ce moment-là en faveur de Bruxelles. Là, avec le Brexit, les Anglais, les Britanniques, se retirent
Ben, les Écossais veulent s'assurer qu'ils vont rapatrier, eux, les compétences qui les concernent. Exactement. Et qui avaient été cédées par Londres à Bruxelles. Exactement. Alors, donc, ils profitent du Brexit pour essayer de prendre des pouvoirs. Ben oui. Ben ouais. C'est quand même assez intéressant, ce développement. Non, mais je veux dire, mets-toi là. Puis, sur le plan juridique, là, c'est parfaitement justifié. Oui, bien sûr. OK? Et politique aussi. Et en plus, il faut rappeler que le Scottish National Party, qui est le... SNP, oui. Oui, voilà. Qui est le parti souverainiste écossais, est un parti qui est très en faveur de l'Union européenne. Hein? C'est ça. C'est pas un parti qui est eurosceptique ou qui veut sortir de la zone euro. Ben, enfin, ils ne sont pas dans la zone euro, mais qui veut sortir de l'Union européenne. Au contraire, il veut s'y joindre. Ben voilà, il veut joindre alors, la zone euro. les Écossais veulent s'assurer que, lorsqu'ils vont le faire ou qu'ils vont demander, cogner à la porte, les Européens aient un intérêt Exactement. à les accueillir. Exactement. À cause du pétrole et d'où toute cette stratégie. D'où cette stratégie. De rapatrier ces pouvoirs. Les pouvoirs en question. Alors, on voit quand même que le Brexit crée des renégociations, non seulement entre l'Europe et la Grande-Bretagne, mais à l'intérieur même du Royaume-Uni. Je vais me hasarder à une... prédiction. Non, pas une prédiction, mais à une... comment on appelle ça, là? Une hypothèse. Ah, d'accord, une hypothèse. Donc, on va rester modeste. C'est bon. Une hypothèse, je fais l'hypothèse que l'Angleterre ne survivra pas au Brexit. Le Royaume-Uni ne survivra pas. Alors, oui, d'accord. OK. Puis, tu veux dire que quoi? Il va y avoir un éclatement avec l'Écosse, l'Irlande du Nord? Je te dirais que je ne suis même pas le premier à le dire, parce que quand Cameron était au pouvoir, il y avait son chef de cabinet, en fait, le président du conseil privé. D'accord. Qui s'appelait Sir Gus quelque chose. Je ne m'en souviens plus de son nom de famille, mais je me souviens de Sir Gus. Et il avait annoncé, lui, carrément, que l'Angleterre, à moyen terme, était condamnée à l'éclatement. Eh bien. Hein? Et c'était... C'est pas une moindre annonce. C'est le message qu'il avait fait, qu'il avait laissé à Cameron en prenant sa retraite, et dans laquelle il avait dit la situation écossaise est extrêmement menaçante. Et, oui, voilà, c'est principalement l'Écosse. Oui, à l'époque. Il n'anticipait pas le Brexit. Non, je comprends. OK? Mais maintenant, quand on voit le scénario qu'il avait pour... c'est évident que... Donc, il faut suivre, en fait. Ben oui, il faut suivre ça. À l'Écosse, parce que malgré le fait qu'il y ait eu une défaite référendaire de la part des souverainistes écossais, la question n'est pas réglée. Et puis, écoute, le Brexit va coûter un bras. Oui. Oui, d'ailleurs, Theresa May est assez réticente. Non, elle n'est pas réticente. Elle sait qu'elle n'a pas le choix. Oui, mais elle est pas une... comment je dirais, elle ne défend pas le Brexit de manière acharnée. Hein. Ah, au contraire. Bec et ongle. Oui, mais on sent... Enfin, c'était pas une grande... Parce que il faut que tu saches que, puis ça c'est nouveau, l'establishment britannique lui-même est partagé. Ben, c'est ça. OK? Oui. Parce que, quand même... Parce qu'il y a des pro-Brexit et parmi la haute société. Oui. Parce que, mais globalement... Alors oui, il y avait des gens à la City de Londres qui étaient favorables. Je te parle pas de la City. City, c'est particulier. Oui, mais même dans le monde je te parle de la haute élite britannique, celle qui est à la Chambre des Lords. Ces gens-là sont divisés. Mais globalement, les élites urbaines, et les résultats du vote l'indiquent d'ailleurs, étaient plutôt en faveur du Remain. Plus que du Leave. Oui, les élites urbaines. Oui. Mais leur position n'était pas partagée par... Et Theresa May était favorable. Écoute, Theresa May s'est retrouvée à devoir gérer de Metz. OK? Le bordel. Le bordel, OK? Ouais. Et elle a eu des pressions très, très fortes de la part de gens très, très influents pour lui dire il faut... Let's get out of Europe. Ouais.
OK? Parce que sans ça, là... Parce qu'elle était plutôt... elle était plutôt favorable. Favorable au Remain. Au Remain. Ouais. Alors, dis-toi bien une chose, c'est que si elle s'est sentie obligée d'agir dans ce sens-là, il fallait que les pressions soient fortes et puis qu'elles viennent de très haut. Oui, oui, bien sûr. Et il y a des rumeurs, ce sont que des rumeurs qui circulent à l'effet que des gens proches de la famille royale seraient contre l'Europe. Ah, c'est-à-dire serait en faveur de la sortie de l'Union européenne. Voilà. Bon, ben, ça correspond tout à fait à l'idée que beaucoup de Britanniques se font de leur pays, hein, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, c'est-à-dire d'être, voilà, des insulaires. C'est ça. Ils ont une vocation au continent. Ils ont une vocation essentiellement atlantique. Exactement. Et Churchill, à Yalta, je pense, avait dit à De Gaulle, dites-vous bien une chose, c'est qu'à chaque fois que nous aurons à faire le choix entre l'Europe et l'Atlantique, nous choisirons l'Atlantique. Oui, exactement. OK? Donc, ça... Et d'ailleurs, ça faisait en sorte que De Gaulle avait toujours été un peu réticent aussi à l'entrée des Britanniques dans les structures européennes. Voilà. Ouais. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas une nouvelle attitude. Non, tout à fait. C'est profond. C'est profond. Mais un peu comme... On peut faire un parallèle un peu, d'une certaine manière, avec l'isolationnisme américain. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'il y a ce courant-là aux États-Unis que Trump a incarné durant sa campagne électorale, une forme d'isolationnisme. Hein? Les États-Unis, c'est une espèce de pays-continent, loin de l'Europe, séparé par... le Pacifique et l'Atlantique, donc séparé de l'Asie et de l'Europe, avec au nord, une espèce de colonie bizarre britannique qui porte le nom de Canada, et puis au sud, une république mexicaine. Mais sinon, il y a vraiment une mentalité insulaire aux États-Unis. C'est bien pur qu'insulaire. Le reste du monde n'existe pas. Oui, c'est ça. C'est américano-centré. C'est ça. Mais qui est un peu... c'est-à-dire que cette tradition-là s'oppose à la vocation un peu messianique des États-Unis, de répandre la démocratie dans le monde, d'intervenir un peu partout, la destinée manifeste. Hein? Les Américains croient quand même qu'ils ont une destinée nationale exceptionnelle. Ouais, faut faire et qu'ils doivent la répandre dans le monde. Il faut faire attention quand tu dis ça, parce que quand tu dis les Américains, tu collectivises. C'est pas vrai que c'est tous les Américains. Non, évidemment. Alors, il y a des franges. Oui, mais c'est ce que je disais. Extrêmement influentes. Oui, mais c'est partagé. Mais ce sont des franges. Ce sont des franges, mais c'est quand même une vision que les Américains partagent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est une lecture qu'ils ont de leur propre histoire. Non. C'est une narration voilà. qu'on nous impose. Ça ne veut pas dire qu'elle est partagée par tous les Américains. Non, je ne dis pas qu'elle est partagée par tous les Américains, mais je dis que c'est une lecture que les Américains ont d'eux-mêmes, entre autres. Il y a des courants isolationnistes. C'est même pas une lecture, c'est une narration. Oui, c'est une lecture de leur histoire. Une narration, c'est quoi? Quelle est la différence entre une lecture et une narration? Ça vaut la peine de s'y arrêter parce qu'effectivement, on est en train d'achoper là-dessus dans notre échange. OK? La lecture, c'est une lecture que tout le monde peut faire. Oui. Une narration, c'est un message destiné à être imposé par tous les moyens possibles, propagande, manipulation, etc. Oui, mais okay? Alors, mais on lit toujours une narration, Richard. Comment? Je dis, on lit toujours une narration. C'est comme l'interprétation du Québec. Il y a principalement deux courants, l'École de Québec, l'École de Montréal. On peut dire qu'il y a une narration plus fédéraliste de l'histoire du Québec, favorable au régime anglais, une narration plus souverainiste, qui voit un traumatisme dans la conquête. Et de ces deux narrations-là émergent deux lectures différentes de l'histoire. Oui, je comprends. Mais il faut faire attention de ne pas projeter un exemple aussi petit que celui du Québec sur des situations qui sont infiniment plus complexes. Non, mais c'est-à-dire peu importe. Que ce soit le Québec, la Pologne, la Hongrie, la Russie, c'est la même chose. Russie, c'est la même chose. Oui, mais dans le cas... Tu sais, à partir du moment où il y a un messianisme... Oui. Il y a un messianisme. Oui. On le sait. États-Unis, Israël. Oui. Oui, même français à la limite. Exporter les droits de l'homme à travers la planète. Oui, mais ça, c'est de la... c'est parce que la France n'a plus tu sais, entre toi et moi, là, ça pèse pas lourd. C'est-à-dire que parce qu'ils n'ont plus la puissance de le faire. Non. Mais à l'époque coloniale, c'était ça, au 19e siècle. Même l'Angleterre a une certaine limite. Non, mais les pays impérialistes ont toujours une vocation universelle. Oui. En grande partie, souvent.
Oui, mais encore une fois, c'est une question de moyens. Du temps du général de Gaulle, où la France remontait, il n'était pas question de ça du tout. Hein? Ben, c'était quand même le rayonnement de la France. Puis on ne parlait pas de la patrie des droits de l'homme. C'est certainement pas de Gaulle qui a parlé de ça. Ça jouait quand même. Non. Là, tu fais appel aux Lumières, tu sais, à l'idéalisme des Lumières. Oui, mais c'est constitutif de l'Occident depuis 2 siècles. Oui, mais c'est quoi ça? Ça, c'est l'exemple parfait d'une narration. Oui, je suis d'accord. Bon, ben voilà. Case closed. Oui, OK. La preuve est faite. Mais on a toujours une lecture par rapport à une narration. Enfin, je ne vois pas que ça s'oppose particulièrement. Oui, mais les deux s'opposent. Ben enfin, plus ou moins, parce que pour avoir une lecture, il faut déjà avoir un allez, on va pas emmerder le monde. Dans tous les cas, ça va être intéressant de suivre ce qui se passe en Grande-Bretagne avec le Brexit. Autre cas de sécessionnisme en Europe, il y a la Catalogne. Puigdemont ne peut pas finalement être élu président, donc les Catalans ont choisi... Puigdemont, c'est le fun, ça. Puigdemont. Ta prononciation. Hein? Aimes-tu ça? Puigdemont. 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 Mon catalan est très médiocre, je dois le dire. Ils ont choisi Quim Torra comme président. Alors, je crois que c'est un président de la Catalogne, parce que, évidemment, Puigdemont est à Bruxelles. Et M. Torra est un éditeur proche des mouvements, qui a milité toute sa vie pour la souveraineté de la Catalogne. Et il se fait un peu traiter, de xénophobe. C'est pas un Barcelonais. C'est pas un Barcelonais. Oui, c'est intéressant, ça. Ah, d'accord. OK, donc, il n'y a pas de capitale. Parce qu'il faut comprendre qu'en Catalogne, il y a une espèce d'aura des intellectuels barcelonais. Bien sûr. OK? Bien sûr. Et lui, si ma mémoire est fidèle, il est originaire plutôt de Sitges sur la Costa Brava. Et c'est déjà plus le même... la même formation, non, le même milieu social. Oui, puis en même temps, c'est pas la même arrogance intellectuelle. Oui, je comprends. OK? Même si c'est un éditeur, oui. Même si c'est un intellectuel. Bien sûr. OK? Mais sa vision n'est pas celle d'un Barcelonais. D'accord. De la Catalogne. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il s'est fait traiter de xénophobe et de refermé sur lui-même par le Parti unioniste là, qui a remporté plusieurs sièges aux élections. Donc, on voit que même les souverainistes catalans, qui sont quand même des gens assez sociodémocrates, pas mal à gauche, eux-mêmes se font traiter de xénophobes parce que finalement, ce sont des souverainistes catalans, quoi. Ils défendent une certaine idée nationale. Mais on voit, tu sais, à travers ce qui se passe en Catalogne, ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce qui se passe même en Europe, là, devant l'impuissance des pays européens à reprendre leur souveraineté dans l'affaire de l'Iran. Ouais. OK? Le morcellement de l'Europe. Ah ben oui, tout à fait. OK? Tout à fait. Le cas de Brexit et Catalogne. Oui. Et puis, pas juste ça, mais c'est tout le reste, là. On est en train d'assister à l'effritement. Oui, et le rêve d'une Union européenne... C'est la fin de l'illusion fédérale. Oui. Et augmenté par ce qui se passe en Italie ces jours-ci. Exactement. Okay. Parce que là, en Italie, il y a peut-être la formation d'un gouvernement d'union entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue, anciennement la Ligue du Nord, qui est devenue la Ligue. Ouais. Deux mouvements relativement eurosceptiques, si on peut dire. Très eurosceptiques. En tout cas, pour ce qui est de la Ligue, oui. J'ai vu que le mouvement 5 étoiles avait quelques hésitations sur la sortie de l'euro, etc. Donc, il semblait hésiter. Mais là, il semblerait que le gouvernement d'union entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles... Ils ont négocié un programme là, qui, si il est confirmé, va créer une situation extrêmement difficile en Europe et qui va encore contribuer à l'affaiblissement de l'Europe. Notamment, ils vont contester 250 milliards de dette. 250 et milliards d'euros de dette. Ils vont demander à la Banque centrale européenne d'effacer 250 milliards. Voilà. Je doute qu'il soit très, très bien reçu. OK? Et puis on voit la gueule des Allemands, surtout. Oui. OK? Puis, bon, ensuite, on a vu ça un peu quand même en Grèce. Ils vont demander que sur la question de l'immigration,
ça soit terminé, qu'on serre la vis. Ouais. Et puis, ils vont demander plusieurs choses qui vont remettre en question le traité de Maastricht, l'espace commun de Schengen. Oui, Bref, la libre circulation des biens. Bon, alors... puis, ils vont, sur le plan fiscal, ils ont des visées assez peu orthodoxes, là, comme de réduire massivement les impôts. Ah oui, OK. Donc, ça, tu sais, Mme Merkel qui tient à l'observation de la règle de la discipline budgétaire. Elle va en avoir pour on va en avoir pour son argent, c'est le cas de le dire. Oui. OK? Donc, l'Italie rentre en période de trouble. Bon, on a envie de dire l'Italie, instabilité, ça va souvent ensemble, hein? Ouais, oui puis non. C'est-à-dire que les Italiens ont réussi ce miracle absolument extraordinaire de progresser stablement dans l'instabilité. Oui, dans un système politique mouvementé. Qui ne favorise pas la stabilité gouvernementale. C'est te dire à quel point les influences souterraines ont été puissantes. Ah! Bon, en Italie, on voit très bien qu'est-ce que c'est. Bon. Alors, et puis, donc, ça a été... Mais là, it's getting out of hand. Oui. OK? La situation est en train de déraper. Ouais. Et évidemment, pourquoi ça dérape? Parce que la situation économique est difficile. Bien sûr. Tu sais, quand la situation économique est bonne, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun problème. Oui. Rien n'est plus facile que de partager la richesse. Oui. Rien n'est plus difficile que de partager la misère. C'est vrai, c'est une belle formule, Richard. En même temps, il y a ça, mais il y a la question migratoire. Bien, ça contribue. Ça contribue largement, parce que si la Ligue du Nord, en fait, la Ligue du Nord qui est devenue la Ligue de Matteo Salvini, a pu former... Tu sais, cette immigration-là, en Italie, est perçue comme une source d'appauvrissement. Ah ben, c'est évident. Ça l'est ici aussi chez nous. Ça l'est ici, c'est la même affaire. Tout à fait, mais voilà, l'Italie est vraiment en première ligne. Là. Il y a la Méditerranée juste en phase 2. Les migrants passent la frontière de la Libye, se retrouvent après quelques heures en territoire italien. Ils sont vraiment au front, là, les Italiens, de la déferlante migratoire venue d'Afrique. Alors, c'est un enjeu majeur en Italie. D'ailleurs, en parlant de déferlante migratoire et de tout ce que ça a comme conséquence sur les pays, là, c'est un peu, ça a été cette semaine le djihad, hein? Et en Indonésie et en France, il y a eu une attaque au couteau, là, dans le 2e arrondissement de Paris, donc... La France connaît une espèce de djihad perpétuel. Et en Indonésie, 13 morts, une famille de djihadistes qui a finalement commis des attentats dans des églises. Ouais. Moi, j'ai un petit problème avec comment dirais-je, l'ordre dans lequel tu présentes les sujets. Ouais? Oui, j'aurais préféré qu'on parle d'abord des 55 morts. À Gaza. Vas-y, je t'en prie. OK. Qui sont morts. Et puis les 2700 blessés à Gaza ces jours derniers, qui pèsent, à mon sens, à moi, infiniment plus lourd que les 17 ou 19 morts là, qu'on a enregistrés en Indonésie et en France. Oui, c'est une question de point de vue. Oui, écoute, là, quant au potentiel de mise à feu, je pense que le cas de... Oui, bon, en même temps, c'est-à-dire l'affrontement de Palestiniens et Israéliens, il est là depuis 60 ans. C'est-à-dire c'est pas quelque chose de nouveau, quand même. Oui, mais, tu sais, je veux dire, on peut jeter de l'huile sur le feu, là. Puis, tu vas me dire que... Je pourrais te dire aussi que le djihad, ça fait beaucoup de temps qu'il s'attaque à la France et puis qu'il s'attaque aussi à l'Indonésie. Alors, en Indonésie, oui, c'est vrai. Mais à la France, c'est quand même... C'est-à-dire que ce que je trouve particulier, c'est qu'il y a une banalisation de ce qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus surpris d'apprendre qu'il y a des attentats, des gens crient Allah Akbar. Mais de la même façon que je peux te dire qu'on n'est plus surpris d'apprendre, alors qu'on devrait, qu'il y a 57 ou 62 morts à Gaza et 2700 blessés. C'est vrai. C'est-à-dire, bon, premièrement, il y a quand même une espèce de réaction internationale, là, ce qui se passe à Gaza. J'espère bien. Il y a une demande je pense que les Palestiniens ont demandé de retirer leur ambassadeur, ou ont retiré leur ambassadeur de 4 pays qui étaient présents lors de l'inauguration de la... Comment dirais-je? De l'ambassade américaine à Jérusalem. Erdogan, ton ami, là, mon grand ami, le sultan Erdogan. Il a
foutu à la porte l'ambassadeur d'Israël. Oui. Et puis les C'est pas la Israéliens... première fois qu'il fait ça, je crois. Non, mais les Israéliens ont répliqué en renvoyant le consul d'Ankara à Tel Aviv. Ouais. Bref, il se passe des choses. Il y a des réactions. Erdogan, on le sait, il cherche à lui à s'imposer comme le défenseur du monde musulman. Du monde musulman. Ouais. Bon. D'ailleurs, cette histoire des 60 morts palestiniens, ça découle d'une stratégie quand même du Hamas. Parce qu'il n'y a pas eu ces troubles-là en Cisjordanie, contrôlés par l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Les Libanais ont stoppé une marche de réfugiés palestiniens pour se diriger vers Israël. Et dans le cas de Gaza, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la marche du retour. Alors, la marche du retour qui est organisée à chaque vendredi pour finalement, en fait, en contestation de la légitimité, si on veut, de l'État d'Israël. Et c'est la volonté des Palestiniens. Bon, mais les autres vendredis, disons qu'il n'y a pas eu autant de morts. Non, ça c'est vrai, bien sûr, tout à fait. Alors pourquoi y en a-t-il autant cette fois-ci? C'est ça qu'il faut dire. Oui, parce qu'il y a eu... L'ouverture de l'ambassade américaine... Voilà, à Jérusalem. À Jérusalem. Et c'est ça qui a été le facteur qui a mis littéralement le feu à la poudre. Oui, oui, tout à fait. C'était une annonce qui avait été faite il y a quelques mois déjà. Et puis, le problème, c'est qu'il y a d'autres événements qui risquent de se produire et qui vont en même temps produire le même genre. Et le problème, c'est qu'il y a une accélération et une intensification. Tout à fait. Alors, ça va mal tourner. Ça va très, très mal tourner. Parce que Israël est vulnérable, pas juste sur son territoire. Et tu te souviendras peut-être que dans les années 80, il y avait eu des séries d'attentats, notamment en Argentine, menés contre des intérêts israéliens. C'est vrai, tout à fait. Ben, même en Europe. Hein? Même en Europe. Même en Europe. On risque d'assister à... Oui, à l'époque, c'était des mouvements palestiniens. C'est ça. Qui s'attaquaient soit à des ressortissants israéliens ou des membres de la Attends-toi à ce qu'on ait des résurgences. C'est possible. Comme celle-là. C'est possible. C'est possible. OK. Peut-être que, bon, les services de renseignement israéliens sont peut-être moins naïfs dans les années 2018 qu'à l'époque. OK. D'ailleurs, bon, pour enchaîner, ce qui se passe en Syrie aussi... En Syrie, il s'est passé quelque chose de gros la semaine dernière. Ouais. Hein? La semaine dernière, il y a eu une attaque d'Israël contre un certain nombre de bases militaires où étaient censées se trouver des positions iraniennes. Oui. Et puis, surprise, surprise, il y a eu une réplique de la part des Syriens, vraisemblablement avec l'aide des troupes révolutionnaires iraniennes, la garde révolutionnaire iranienne. Ouais. Et on a lancé 50 missiles sur le Golan qui ont atteint des cibles stratégiques israéliennes et qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Et parmi ces gens-là, tous du personnel hautement qualifié pour traiter le renseignement. Du personnel israélien. Ouais. Alors, les Israéliens n'en sont pas revenus, ils ne s'attendaient pas à ça. Et d'ailleurs, ils n'en ont pas fait écho dans leurs médias, pas du tout, pas. C'est le silence radio complet, parce qu'ils ne veulent pas alarmer la population. Ouais. Et parce qu'il faut comprendre que les règles d'engagement en Syrie viennent de changer. Et la prochaine cible de Damas, du régime de Bachar al-Assad. Du régime de Bachar al-Assad, c'est la reprise du Golan. C'était pas nécessairement sur la liste des cibles la première à reprendre, mais à cause de l'insistance que met Israël à canarder la Syrie, ça le devient tout à coup. Ouais. Et pour les Israéliens, c'est très, très grave. Parce que il faut comprendre quel rôle joue le Golan dans le dispositif de sécurité israélien. Ouais. Pour y être allé, et pour me l'être fait expliquer par des Israéliens,
et des militaires. Oui, oui. Je te prie de me croire que c'est important. Mais c'est-à-dire qu'il y a un double aspect. Il y a un aspect stratégique, puis je pense qu'il y a un aspect pétrolier aussi. Bien, ça, c'est Gazier. nouveau. C'est nouveau. Ouais. Ça, c'est plus récent. Ouais. Alors, mais au plan stratégique, ben, évidemment, la découverte de pétrole ne fait que... raffermir la volonté des Israéliens de garder le territoire. Voilà. Ouais. Rappelons que la communauté internationale n'a jamais, finalement, comment je dirais, reconnu l'annexion du Golan à Israël. Il n'y a jamais eu d'annexion. Ben, enfin, il y a eu l'occupation. Oui, l'occupation, si on veut. OK. Il y a une occupation, mais il n'y a jamais eu d'annexion. D'accord. Et... Ben oui, c'est-à-dire, le territoire est contrôlé de facto par Israël. Alors, Israël, du fait de son... Puis c'est la stratégie régulière d'Israël, du fait de sa longue occupation, imagine que c'est comme en droit de la propriété, tu as une prescription trentenaire. Au bout de 30 ans, ça t'appartient. Oui, oui, oui. OK? Je pense un droit acquis. Oui, je pense que ça ne marchera pas comme ça. Et je pense que plus ça va, plus il semble évident que la Syrie a décidé à récupérer l'intégralité de son territoire, y compris les hauteurs du Golan, détenues par Israël depuis 1968. Ouais. On va surveiller ça de près. Ouais. On se rappellera tout de même que Netanyahou est allé voir Poutine juste avant de frapper les installations iraniennes. Oui, mais selon, y compris même la presse israélienne, il est revenu bredouille. D'accord. OK? Et c'est ce qui expliquerait finalement la riposte la riposte des Iraniens. De la Syrie. De la Syrie et de l'Iran. Aidé par l'Iran. Possiblement par l'Iran. Oui, okay. D'accord. Donc, de toute manière, c'est la continuité des affrontements syriens. Écoute, oui, les 21h05. Pas assez même, on dépasse. Assez. J'ai l'impression qu'on risque de... On peut garder... Il y a une expression anglaise, là, « to wear out your welcome ». Parfait, on va peut-être... Alors, j'ai l'impression qu'on risquerait d'abuser. C'est bon. Okay. Alors, on va terminer là-dessus. Et puis, de toute manière, l'actualité va continuer à se mettre. C'est ça. Alors, on vous rappelle que c'était l'édition du 16 mai de Point de bascule. Alexandre Cormier-Denis, moi-même, Richard Lehir, André Pitre, on vous souhaite une bonne semaine et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Merci à tous.